Alors, donc, nous allons commencer la deuxième table ronde, donc, qui s'intitule « Les réformistes et l'émergence du nationalisme algérien de 1919 à 1944 ». Donc, interviendront successivement Aïssa Kadri, qui est à l'extrême droite, en tout bien, tout honneur. Pour vous, il est à l'extrême gauche, donc voilà, il a le choix. Donc, les lieux et manifestations d'une mixité vécue entre Algériens et Européens, l'exemple des syndicats enseignants. Donc, Aïssa connaît bien le milieu sur lequel il a beaucoup travaillé. Il vous dira donc tout l'acharnement, toute la détermination, toutes les difficultés que les enseignants en Algérie, qu'ils soient algériens et français, ont dû déployer dans le sens qui nous est cher, c'est-à-dire de passeurs, d'hommes de contact, comme disait Peyroulou ce matin. Voilà, et c'est vrai que c'est l'un des milieux où les Européens et les Algériens ont pu le plus se rapprocher, fraterniser. Bon, je peux en témoigner, j'ai été instituteur moi-même en Algérie, donc c'est vrai que c'est un milieu qui était un milieu prometteur, d'autant plus avec la mission qu'avaient les enseignants. On a parlé ce matin du système éducatif, une mission ambiguë, parce que d'une part, ils transmettaient beaucoup de valeurs de la République, même si les valeurs de la République étaient foulées aux pieds depuis 1830 en Algérie, mais bon, transmettre un certain nombre de valeurs, et en même temps, aux yeux des Algériens, des valeurs qui étaient celles de l'occupant. Donc, une ambiguïté permanente dans le système éducatif. Mais voilà, Aïssa nous en parlera avec beaucoup de finesse, comme d'habitude. Non, j'en suis sûr. Ensuite, c'est donc Augustin Jaumier, qui est sur ma droite et sur votre gauche, donc qui nous parlera des oulémas, donc de la réforme islamique au Congrès musulman. Ensuite, j'interviendrai moi-même sur le projet de loi Blum-Violette de 1936. Et ensuite, c'est Julien Fromage, qui est sur ma gauche, qui donc nous parlera, et il m'a juré que ça ne durerait pas plus de 15 minutes, de Ferhat Abbas, du réformisme au nationalisme. Et je pense il fera comme Christian Féline, il fera semblant d'avoir oublié sa montre, et il durera un peu plus longtemps. Parce qu'on lui a proposé, voilà, au début on disait, bon, on va parler de Ferhat Abbas, mais comme la table ronde s'arrête en 1944, on a trouvé en réunion des organisateurs que c'était un peu stupide de couper Ferhat Abbas en 1944, alors qu'il a quand même joué un rôle majeur dès après 1944. Donc, Julien sera un peu une passerelle, un pont entre les deux tables rondes, et c'est pour ça qu'on sera un peu moins regardant sur la montre. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Aïssa Kadri sur donc ce lieu très très particulier et très important où les Algériens et les Européens ont pu vivre ensemble, faire des choses ensemble, rêver ensemble d'une autre Algérie. Et donc, je te laisse la parole, Aïssa, pour nous parler. Merci Georges. Merci. Je souhaiterais d'abord remercier Georges Morin et les organisateurs pour leur invitation et dire le plaisir de me retrouver dans ce beau colloque. On a entendu des choses extrêmement importantes ce matin. Colloque donc qui remet à jour des trajectoires et des engagements très forts pour la justice et la dignité. Mon propos va donc porter sur une catégorie sociale souvent occultée dans ce contexte de retour de mémoire et de débat sur l'Algérie dans le cadre du cinquantenaire. Il s'agit des enseignants, je traiterai aujourd'hui plus particulièrement des instituteurs, mais on parlera peut-être, je ferai une incise sur les enseignants du secondaire et du supérieur, si j'en ai le temps, et donc plus particulièrement aujourd'hui des instituteurs, dont nombre d'entre eux pourraient relever de cette qualification qui traverse ce colloque, celle des libéraux. En lisant un mémoire de Camille Roth, voilà encore un autre libéral, enfin la petite fille d'un grand libéral, Camille Roth, mémoire donc qui portait sur Roger Roth, son grand-père, maire de Skikda, membre de l'exécutif provisoire, vice-président de l'Assemblée algérienne, la constituante, président même de cette Assemblée au moment de la démission de Ferhat Abbas.
j'ai trouvé cette qualification et définition des libéraux, qui est reprise à des historiens de la guerre d'Algérie, Droz et Levert. Sont libéraux ceux qui travaillent en Algérie, surtout à la réconciliation, ou plutôt au rapprochement des deux communautés pour sauver les chances d'une Algérie franco-musulmane. Ils mettent en avant, je poursuis, et l'auteur aussi interprète, ils mettent en avant le rejet de la violence et le refus de la fatalité du conflit. Des gens soucieux de plus de justice et désireux d'entamer des négociations avec des Algériens. Ils relèvent d'un prisme qui va d'une solution de statu quo avec des réformes, statu quo colonial, mais avec des réformes. On en a entendu un certain nombre d'exemples ce matin, vers les partisans de l'indépendance, en passant par ceux qui demandent l'égalité totale entre Algériens, enfin entre musulmans et indigènes, comme on les caractérisait en ce moment-là. On peut dire que cette définition s'applique totalement aux instituteurs, aux enseignants qui se sont inscrits majoritairement, du moins à travers le syndicat, le SNI, leur syndicat, le SNI, dans les résistances à la colonisation. Résistances souvent souterraines, quotidiennes, nombreuses, variables, multiples et diverses, qui ont réuni de larges groupes sociaux, on en a vu un certain nombre ce matin, parties prenantes des sociétés en présence, allant des plus radicaux aux plus humanistes. Les instituteurs et les enseignants ont été des emblèmes et les ressorts de ces résistances, éveilleurs de conscience. Un certain nombre de leaders du mouvement national disent leur reconnaissance à leurs instituteurs pour leur prise de conscience de la domination. Éveilleurs de conscience, et ceci même dans l'ambiguïté de leur mission, qui consistait à transmettre les valeurs universalistes, une morale de la raison et du progrès, mais enquistés dans des rapports sociaux coloniaux, en terre de colonisation, de peuplement emblématique. Le syndicat national des instituteurs, le SNI, section algérienne, parce qu'il y avait à un moment une section, ensuite 3 sections en Algérie, à Alger, Constantine et Oran. Le syndicat, donc le SNI, a été de ce point de vue un creuset où musulmans et européens ont engagé des résistances et des actions pour plus d'égalité, et où les engagements étaient tenaces, organisés, ordonnés et persistants. La participation des musulmans au syndicat a été ancienne, et on peut en trouver l'origine, sans trop forcer l'histoire, d'abord dans l'action associative, et notamment la fondation de la Voie des Humbles par Fassi, Tahart et Leshani, partis sur la devise « loin des dogmes, loin des partis, distants vis-à-vis des questions politiques au départ », les amis de la Voie des Humbles vont adhérer un peu plus tard à la CFIO, et on trouve encarté au parti Fassi, Leshani, Amrouche, Walem, Wahyoun, Matraf. Dans le même moment, nombre d'entre eux vont adhérer aux sections algériennes du SNI, et certains autres, ou les mêmes, je cite un peu en vrac, et il y a en effet des générations ou des strates générationnelles dans ces instituteurs. Fassi, Belhaj ou Belhaj, Tchem, Had Hnini, Salah Amran, Gaïd Mouloud, Fares Mohamed Tayyib, Qaddash Mahfoud vont militer donc dans les syndicats et vont militer certains autres à la Ligue des droits de l'homme, dans le cadre de laquelle ils participèrent au congrès, notamment tenu en 1930, on en a parlé ce matin à Alger. Leshani participa en 1920 au congrès de Tours comme délégué d'Afrique du Nord aux côtés de Charles-André Julien. Les deux hommes prirent position pour l'adhésion à la Troisième Internationale, sensible aux questions coloniales. Leshani fut même élu au conseil syndical de la section d'Alger du SNI en 1931. Belhaj ou Belhaj fut représentant de la CFI auprès du Congrès musulman. On trouve également au SNI une tendance ségétiste, puisque certains instituteurs comme Gerrouj Abdelkader, Boualam Khalfa, Issa Bayoud et d'autres vont se déclarer ségétistes et adhérer au PCA. Cette intégration des instituteurs musulmans, entre guillemets, aux côtés de leurs camarades européens, j'en cite quelques-uns, et on en parlera peut-être dans les débats. Paul Cousseau, secrétaire du SNI Constantine en 1936, Justra, Beau-André, Abel Abbès, Louis Rigaud, Charles Koenig,
Paul Estorge, Eutrope Julien n'avaient guère fait avancer l'action syndicale en situation coloniale ou si peu. On peut, d'un point de vue de la réalisation sur le plan pédagogique, on peut mettre à leur actif la fusion des deux enseignements. On en a parlé ce matin. C'est en effet sous l'impulsion des sections syndicales du SNI que Mohamed Lechani proposa et obtint que les deux enseignements désignés européens et indigènes, puis A et B, ne firent qu'après le décret du 15 mars 1949. Ils militèrent pour la prise en compte de l'enseignement de la langue arabe et contre le rabaissement du niveau du recrutement des enseignants, quand le gouverneur Soustelle ouvrit celui-ci aux instructeurs. Ils appuyèrent les plans de scolarisation, notamment ceux plus ambitieux de 44 et 58. Certains s'engagèrent dans le développement des centres socio-éducatifs chers à Germaine Tillon et vus par d'autres, et j'ai eu quelques entretiens avec certains autres, comme un enseignement au rabais. La plupart vont résister à leur embrigadement dans les unités territoriales prévues comme soutien à la répression. Ils sont également au premier rang contre l'application de la loi Debré à l'Algérie, dont ils pensent que c'est une provocation. L'action syndicale touchait également au pédagogique. Deux enseignants du conseil syndical, Abbad et Aïtou Yahya, en collaboration avec Renault, produisirent une méthode de l'enseignement du français en classe d'initiation. Deux autres membres du bureau de la section d'Alger, Rahmani et Bousquet, sous la direction de Dini, firent éditer leur méthode pédagogique dans Bonjour l'école par Hachette. L'inspecteur Max Marchand conçut des cartes murales de l'Algérie, conçues pour les classes de cours élémentaires et de cours moyens, ouvrage qui présentait les faits d'histoire de France et d'Algérie en parallèle. La commission pédagogique de la section d'Alger édita quant à elle 3 ouvrages d'histoire, retraçant les périodes historiques depuis l'Afrique du Nord romaine jusqu'aux Turcs. C'est cependant dans les luttes politiques que les sections et les militants affrontèrent les obstacles les plus durs. Dans le SNI prévalaient en gros 3 tendances. Je ne vais pas faire l'histoire du SNI, qui donc est créé en 1920. 3 tendances. La tendance majoritaire qui est d'obédience SFIO, plutôt socialiste. Les cégétistes appartenaient, on disait avant tendance Guibert, appartenaient à la fois à la FEN et à la CGT et sont membres du PC, et la tendance école émancipée, héritière de la tendance anarcho-syndicaliste et trotskiste. Ces 3 tendances, qui étaient des tendances nationales, se retrouvaient dans les sections algériennes, disons, presque de manière correspondante. Le déclenchement de la guerre d'indépendance, le 1er novembre 1954, va décompter et radicaliser les positions des tendances du SNI. C'est le 1er novembre, justement, dans le même moment, que se tient le congrès de la FEN le 1er, 2 et 3 novembre, qui va mettre au centre la libération de Messali Haj et le recouvrement de ses droits, et asseoir progressivement la tendance majoritaire, la position majoritaire, qui va être énoncée au congrès du SNI de Bordeaux en juillet 1955, celle d'une conférence de la table ronde regroupant les représentants authentiques de toutes les populations sans distinction aucune. Les principes qui guident cette motion s'inscrivent dans la droite ligne des propositions de l'élargissement des droits des Algériens. Denis Forestier, qui était le secrétaire général à ce moment-là, avait déjà, à travers son voyage en Algérie en novembre 1954, tiré les conclusions dans l'école libératrice de ses observations et constats sur la situation économique et morale des Algériens et posé comme alternative une politique de réforme qui puisse d'abord réaliser l'égalité des droits. Cette conférence de la table ronde, elle avait été préconisée déjà par Messali Haj à la conférence de Bandung tenue du 18 au 26 avril 1957, c'est-à-dire il y a 58 ans. Celle-ci demande au gouvernement français de reconnaître le droit à l'autodétermination et de donner à la question algérienne une solution pacifique immédiate. On sait qu'à Bandung, la conférence a reconnu plutôt les représentants du FLN que ceux du MNA, même si Nehru avait défendu à ce moment-là les messalistes. Les sections d'Algérie, donc, étaient traversées des mêmes tendances qui avaient cours en métropole. Il y avait dans nos sections, disait Louis Rigaud, que j'ai interviewé,
Je prends les dénominations, dit-il, d'aujourd'hui. Il y avait l'école émancipée, il y avait Unité et Action, c'était les communistes, et nous, c'était l'UID, Indépendance et Démocratie, plutôt socialisant. De fait, la cohabitation des Européens et musulmans dans le syndicat n'est pas remise en cause au lendemain de l'insurrection de 1954. Voilà ce que dit Louis Rigaud sur ces cohabitations. Les rapports aux partis politiques étaient le seul fait des communistes. Les rapports avec la CFIO s'étaient distendus et l'appartenance au parti communiste était plus le fait des Algériens. Nous avions plutôt des discussions et nous assistions à des expositions communes avec l'UDMA, avec le docteur Francis. C'était tout à fait informel. Dans la section d'Alger, il y avait des communistes. Oui, les communistes étaient encartés au PCA, au bureau même, du SNI. Bayod était à l'époque à la CGT, il y avait la FEN, CGT. J'ai connu des camarades qui étaient encartés. Perian, Nondédéo, Mona Seli, Ciblo, Faradji. Faradji vendait le journal communiste Liberté le dimanche. J'avais mon camarade de promotion, Boualem Khalfa, qui était dans le PC. D'ailleurs, il a été arrêté, puis emprisonné à Caen, puis il s'est évadé de Caen, mais c'est un écorché, ce Boualem Khalfa, dit Louis Rigaud. Je vais dire, c'était un peu son caractère, mais enfin, moi, je le comprends. J'ai eu des discussions avec lui, comme avec un autre camarade, instituteur de ma promotion, qui a été le premier ambassadeur d'Algérie en France, Rahal de Nedroma. On va retrouver quelques-uns d'entre eux, un certain nombre d'instituteurs ou d'enseignants, autour d'André Mondouze, dans la création plus tard de Conscience maghrébine, dans le premier numéro paraît en mars 1954 avec Mahfoud Qaddash, Pierre Chollet, Reza Bestanji, Françoise Becht, Mohamed Saleh Louanchi, Jean Rime, Pierre Roche, tous amis engagés dans les luttes contre le colonialisme et la reconnaissance des liens qui unissaient les composantes de la société algérienne. Je vais vite, il y a eu aussi d'autres tendances de regroupement dans le comité d'action des universitaires libéraux, le rassemblement de la gauche libérale, etc. Les débuts de la rupture arrivent en 1956. Du point de vue local, ce sont les journées de février 1956, le voyage de Guy Mollet à Alger et les conditions de son accueil qui ont contribué à la fracture au sein de la section du SNI d'Alger. Louis Rigaud se rappelle ses camarades enseignants musulmans venir lui dire « c'est fini, on rejoint le FLN ». Ce tournant, nous l'avons nettement senti, ajoute-t-il, quand Guy Mollet est arrivé à Alger en février 1956. Il a été reçu avec l'accueil que l'on sait au Monument aux Morts. Dès ce moment-là, on a senti que tout avait basculé et personnellement, le lendemain de ce 6 février, au local syndical, des camarades algériens sont venus me trouver et m'ont dit « Tu sais, c'est fini, nous passons du côté FLN puisque c'est Alger qui commande Paris, il n'y a plus aucun espoir. Ce 6 février a été une date clé, répétait-il. La séparation d'après février 1956 avec la création d'un syndicat indépendant Algérie française se fait donc après 1956. Les lignes de fracture se déplacent, l'affrontement devient frontal entre les deux groupes, donc entre le syndicat indépendant et le SNI. Le syndicat indépendant va se fasciser, certains de ses dirigeants vont rejoindre l'OAS. La rupture de 1956 n'apparaît cependant pas irrémédiable, puisque la cohabitation demeure et la ligne de la table ronde, c'est continu, parce que c'est une ligne qui va traverser donc toute l'histoire de la guerre. Ils sont dans cette position jusque dans les années 60. La ligne de la table ronde et de l'équidistance, puisqu'ils veulent tenir une position équidistance par rapport au radicalisme à la fois colon, mais aussi du FLN, est plus que jamais présente. La rupture, donc, n'est pas immédiate. Une fois la scission opérée, des élections font remonter toujours des collègues musulmans et européens, toujours solidaires. Louis Rigaud relève qu'en 1956, il y avait 2 conseillers départementaux à élire. On a été 2 élus. J'ai été élu, l'autre, c'était le camarade Lokman. On est en plein milieu de la guerre d'Algérie et à la CAPD, on était 8 ou 9 entre Algériens et Européens. Malgré tout, ça nous a réconfortés. Mais, par exemple, lorsque notre local a été plastiqué à 2 reprises. Les syndicalistes qui voulaient garder une position équidistante au-dessus de la mêlée, garder la tête froide, devenaient la cible.
Ils ont voulu défendre la jeunesse contre tous les embrigadements. C'est ainsi qu'ils prennent position tout à la fois contre l'utilisation des jeunes étudiants européens dans les manifestations des ultras et l'entrée dans la grève des étudiants musulmans décrétée par le FLN. 2 instituts d'ailleurs vont être faits prisonniers par le FLN, c'est Dupuy en 56 et Picard en 58. Dupuy reste une semaine dans les maquis et les libérés avec une lettre, et Picard reste 5 mois et demi, et il a le syndrome de Stockholm, il devient encore plus grand défenseur du FLN. Se position d'être au-dessus de la mêlée, les met au devant de la scène, et ils sont la cible d'attaques virulentes des ultras. Un éditorial d'Alain de Sérigny les désigne à la vindicte populaire et parle d'épuration. Pris dans le maelstrom des violences et de la guerre, ils gardaient pour la plupart d'entre eux le cap. Nous étions des pourris pour ceux d'en face. Les Algéries françaises, notre Rigaud, les rapports et les représentations développées à l'égard du FLN n'étaient pas souvent amènes, même si Denis Forestier essaye de contacter les gens du FLN au moment justement du rapt des 2 instituteurs. Ces enseignants rejetaient ce qu'ils considéraient comme 2 extrémismes équivalents, celui des ultras et celui des nationalistes radicaux, mais il se suffisait d'un modus vivendi de statu quo, prenant acte surtout dans les campagnes de l'intérêt des enfants. Si la rupture du tabou, je vais vite parce qu'il y a toute une évolution à l'intérieur des syndicats pendant ces années-là, on arrive en 59, si la rupture du tabou à travers la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple algérien va faire évoluer les positions des différents courants vers la reconnaissance du peuple algérien à l'indépendance, ils vont se diviser sur la question de l'interlocuteur. La tendance majoritaire, fidèle à sa position de la table ronde, introduit le MNA et les Européens dans le jeu politique. La motion générale s'inscrit dans les années 60, dans la droite ligne des principes affirmés depuis 1954, en avançant le fait que le FLN, le MNA, les groupements libéraux d'Algérie se sont également engagés, sont concernés. Les sections algériennes sont restées dans une conditionnalité plus forte que celle de la métropole, de représentativité de l'interlocuteur, non exclusivement FLN, s'inscrivant toujours dans une vision plurielle de la société. Dans les 2 dernières années de la guerre, les choses se précisent, les contacts entre les protagonistes de la confrontation se développent, et entre les syndicats, ils tentent des contacts avec l'UGTA, rapprochent les points de vue conjoncturellement, au moins sur les actions face à ce qui constitue dorénavant un péril quotidien, les ultras d'Algérie. L'unité syndicale se ressoude dans l'action, notamment dans la préparation et l'engagement de la grande grève du 1er février 60. L'indépendance proclamée, la mission n'est pas terminée pour autant. À l'automne 62, on va retrouver les camarades syndicalistes des 2 bords sur le front du combat de l'instruction et de l'éducation, voire pour certains tous instituts de l'administration, comme Audouard, Pierre, qui va être nommé sous-préfet à Colo, par Charlie Koenig, qui était membre de l'exécutif provisoire à ce moment-là, Mas Roger, qui va être sous-préfet à Intemouchent, qui va appliquer les décrets de l'autogestion, Ripoll Pierre à Tiaret, qui va être préfet de Tiaret, et Albert Victory, qui, nommé à Batna, se désista au dernier moment. Et donc, ils vont s'engager dans la rentrée scolaire. Charlie Koenig et Louis Rigaud, avec leurs collègues algériens comme Mohamed Lechani, qui rentre du Maroc, qui avait rejoint le GPRA, l'inspecteur Ben Blidé et tant d'autres, vont organiser la première rentrée scolaire de l'indépendance. On va revenir vers leurs bleds, leurs écoles, nombre de ces missionnaires, quelques 15 000 selon les chiffres de Louis Rigaud. De fait, selon les archives du service culturel français en Algérie, ce sont autour de 8 200 instituteurs et 3 000 enseignants du secondaire et du supérieur qui rejoignirent leur établissement en Algérie en septembre 62, soit autour de 12 000 enseignants. Louis Rigaud est un de ceux qui restent, et avec Charlie Koenig, qui va être élu à l'Assemblée algérienne. Il y a 16 députés européens à la première Assemblée algérienne. Donc, il va faire la rentrée avec Charlie Koenig. La préparation de la rentrée scolaire témoigne de la volonté des uns et des autres pour que l'éducation ne soit pas prisonnière
des premiers dysfonctionnements inhérents au démarrage d'un pays sur une nouvelle voie. On retrouve les mêmes ressorts chez Leshani qui écrit en septembre 62, l'appareil colonialiste détruit, mais ce n'est pas tout de détruire, il faut reconstruire, écrivait-il à l'été 62, en développant sa vision d'une Algérie moderne, laïque, démocratique et multiculturelle. L'enseignement sera assuré par l'État. Le service public est si important, dit Leshani, que l'État ne peut l'abandonner aux religions. Toujours la passion de la modernité, cet horizon de l'émancipation et des siens qu'on retrouve également chez Koenig dans ses mémoires. Il n'y a pas donc de plus grand symbole pour ces humanistes, il n'y a pas plus grand symbole de leur humaniste, de leur combat pour la fraternité, la justice et la liberté que la mort qui a réuni les 6 inspecteurs des centres socio-éducatifs qu'il faut toujours citer, Marcel Basset, Robert Aymar, Mouloud Feraoun, Ali Hamouten, Max Marchand, Salah Aoudia. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Aïssa. Tu nous as fait un très bel exposé sur ce corps très particulier des enseignants d'Algérie. Et je crois qu'effectivement leur parcours est quelque chose de très réconfortant pour tout le monde. Bien, donc nous allons maintenant donner la parole à Augustin Jaumier pour nous parler des oulémas. Donc son exposé s'intitule « Les oulémas de la réforme islamique au Congrès musulman ». Augustin, allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette belle journée et à Georges Morin de me donner l'occasion de parler ici. À dire le vrai, je me suis d'abord demandé ce que les oulémas venaient faire ici. S'ils sont nommés réformistes, c'est la traduction reçue de l'ulama al-muslihun. Ils ne semblent pas particulièrement avoir, je cite la plaquette, cru et œuvré à un rapprochement entre des communautés que la société coloniale opposait. Donc, a priori, voilà, on ne les met pas forcément dans les réformistes et les libéraux. Ils sont plus célèbres, notamment l'association des oulémas musulmans algériens fondée en 1931, pour leur contribution à la définition essentialiste de la nation algérienne comme arabe et musulmane. Les intégrer au programme est cependant intéressant et réfléchir à l'aune de ce programme à 2 titres. D'une part, cela permet de préciser qu'en dépit de l'homonymie, l'islah, ce qu'on traduit par réforme islamique, n'a que peu de choses à voir avec le réformisme politique. Et c'est aussi intéressant, et surtout, parce que cela invite à réfléchir au positionnement politique de l'association des oulémas dans les années 1930, à ses liens avec les divers mouvements réformateurs présents alors dans la vie politique en Algérie. Cela permet ainsi de nuancer une vision par trop caricaturale et téléologique de l'association, qui l'envisage à partir de son ralliement au FLN, ralliement en finale, comme un mouvement radical de résistance. Interroger le caractère réformiste, au sens politique, de la pensée et de l'action des oulémas de l'association permet de les apercevoir, en définitive, sur une fine ligne de crête, tentant de concilier leur légalisme, leur apolitisme, d'une part, et d'autre part des options culturelles qui les opposent à l'administration coloniale, telles que la défense de la langue arabe et de la religion musulmane. Je procéderai donc en 2 temps. Tout d'abord, donc, un petit rappel de ce qu'est l'association des oulémas et de ce qu'on pourrait appeler sa doctrine, ce qui permettra de lever de potentielles confusions créées par l'homonymie et de cerner cet acteur essentiel dans l'émergence du nationalisme algérien, puisque c'est l'objet de la table ronde. Et dans un deuxième temps, je montrerai les liens qui ont uni l'association à certains mouvements réformistes, notamment la Fédération des élus, notamment autour du Congrès musulman, et comment, à partir du Congrès musulman et du Front populaire, l'association a été conduite progressivement à durcir ses positionnements. Donc, tout d'abord, les oulémas réformistes et l'association des oulémas. Le réformisme musulman, donc Islah, est un projet religieux et sociétal, et non pas un projet de réforme politique a priori. Sabrina Mervin définit ce réformisme donc comme un retour aux Écritures et une reformulation du dogme en vue de répondre aux exigences du siècle. Donc c'est un mouvement de
dans les années 1880-90, dans le monde arabe, un mouvement de renaissance culturelle émerge, dont l'une des composantes est ce programme de réforme islamique, qui prend pour cible donc un certain nombre de pratiques mystiques et de la religion quotidienne. En Algérie, ces idées n'échappent pas au contexte d'une société coloniale. La situation coloniale influe vraiment sur le sens du réformisme en Algérie. Et pour reprendre une formule de James McDougall, les questions d'orthodoxie s'y trouvent mêlées à l'anxiété induite par une image de soi modelée sous le regard dominant de l'autre. Les protagonistes de ce mouvement qui nous intéresse ici sont donc des urbains, issus de ce qu'on pourrait appeler des classes moyennes, ayant suivi une éducation religieuse de bon niveau et qui s'appellent eux-mêmes des ulama, c'est-à-dire des gardiens, des transmetteurs, des interprètes du savoir religieux, de la doctrine et de la loi. Le principal d'entre eux donc, est bien connu, c'est Abdelhamid Ben Badis, donc, qui est originaire de Constantine et qui vient d'une famille qui, depuis 2 générations, était engagée dans l'administration, aux côtés de l'administration coloniale. Dès les années 1920, donc, il a tenté de créer des liens entre les différents défenseurs de l'islam, du réformisme en Algérie, et il est parvenu à les réunir notamment donc, par le biais donc, d'un journal lancé en 1925, Al-Muntaqid, le censeur, puis un autre journal nommé Al-Shihab, qui dès son 3e numéro en 1925 lançait un appel au rassemblement donc, des lettrés lecteurs de la revue et évoquait l'idée de créer un parti religieux, un parti qui aurait eu pour charge de promouvoir cette doctrine réformée et l'opposition aux rites populaires d'inspiration mystique. L'association des oulémas est créée donc en 1931 dans un contexte de grands bouleversements aux alentours des années 30, donc qui voit successivement, qui sont des moments d'organisation donc des mouvements politiques en Algérie, avec tout d'abord la création de l'étoile nord-africaine, bien sûr, en 1926 à Paris, la création de l'association des étudiants musulmans nord-africains de France, dans la lignée de celle des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, puis enfin, autour de la célébration du centenaire de la conquête de l'Algérie par la France, la création de la Fédération des élus musulmans du département de Constantine, mais sur laquelle Julien parlerait bien mieux que moi. L'équipe du Shihab, donc l'équipe des oulémas réformistes, est confirmée par toutes ces créations dans l'idée de former un parti islamique en Algérie. C'est ainsi que le 5 mai 1931 naît l'association des oulémas musulmans algériens, Jum'iyat al-Ulama al-Muslimin al-Jazairiyin, dont le but est la diffusion de la vraie religion, je cite, au moyen principalement donc de la prédication et de l'enseignement. L'association se veut apolitique. Je passe rapidement. Voilà. C'est donc une association intellectuelle de lettrés religieux, un mouvement social de renouveau moral, de prosélytisme doctrinal, qui s'appuie sur un réseau d'écoles, d'éducateurs, d'étudiants, sur un réseau de cercles aussi, de cercles culturels, donc des lieux de sociabilité importantes. Et l'association va progressivement devenir un groupement politique, porteur de revendications liées aux questions de culte, aux questions de la langue et aux questions du droit. Oui, mais j'ai plus de choses à dire ensuite. C'est intéressant. Voilà, donc l'idée était là de situer un peu ce qu'est ce réformisme qui s'éloigne tout à fait des autres réformistes qu'on a envisagés aujourd'hui, mais on pourra y revenir. La question ici peut-être à poser est celle donc des liens entre les oulémas réformateurs et les politiques réformistes, les Algériens qui ont espéré donc œuvrer à une réforme du système colonial. Et on va voir que cela revient à poser la question de la politisation progressive de l'association. L'association naît, donc, outre le contexte que j'évoquais de politisation
des Algériens, dans un contexte évidemment de crise économique mondiale qui touche l'Algérie à partir de 1932 et qui s'accompagne donc de mouvements sociaux de plus en plus durs et d'un durcissement de l'administration coloniale. C'est ainsi que dès 1932, les oulémas de l'association sont pris pour cible par l'administration coloniale, et notamment des interdictions prises en 1933 de prêcher dans les mosquées officielles, la censure des périodiques réformistes marquent de façon assez forte les membres de l'association. À partir de ce moment-là, l'association se politise de plus en plus, d'abord d'une façon timide, puis de façon plus affirmée. Un premier moment de grande effervescence se déroule donc en 1935 autour du premier congrès réformiste, le Mu'tamar Islahi, à Alger, donc qui se tient du 15 au 17 septembre 1935. C'est le moment donc où le comité de direction de l'association prend la décision de lancer des équipes d'oulémas dans les différentes régions de l'Algérie, afin d'y rallier les habitants à la doctrine et à la cause du réformisme, par l'installation donc d'écoles et de lieux de discussion, par la mise en place d'un réseau d'éducation, de propagande culturelle. Durant ce congrès, l'association s'éloigne aussi petit à petit de sa volonté première d'apolitisme. Les relations avec les partis politiques se multiplient, ce qu'on peut expliquer notamment par la fluidité des appartenances, c'est-à-dire que les membres de l'association n'ont jamais été empêchés d'être membres d'autres associations, d'autres partis politiques, et donc vous avez une sorte de contamination par pluralité des appartenances et des identifications. Ben Badis lui-même, en octobre 1936, déclare que si l'association n'appartient qu'à l'islam, ce qui est une façon de ne pas s'attirer donc les foudres de l'administration et des partisans d'une association apolitique, en revanche, elle remercie et est reconnaissante envers ceux qui perpétuent avec elle la victoire de l'opprimé, la résistance à la toute-puissance et le travail pour l'humanité sous toutes ses formes. En parallèle, les débats autour du projet Bloom-Violette, les tensions donc, que ce projet a suscité donc, entre partisans et opposants, se sont exacerbés donc, à partir du printemps 1936. Et c'est avec le premier congrès musulman algérien, donc le Mu'tamar al-Islami al-Jazairi, en 1936, que cette politisation va apparaître encore plus nettement. Le gouvernement du Front populaire donc, a émis, à partir de mai-juin, des propositions, notamment pour améliorer la représentation des musulmans algériens au sein des assemblées locales. Et ces propositions trouvent un fort écho auprès de la population musulmane. Le congrès musulman algérien, lui, a été voulu donc par Ben Badis, en réponse en quelque sorte à ces projets, enfin il a été voulu même avant, dans une logique de représentation de la population musulmane. Il commence à être pensé dès janvier 1936. Et c'est dans un travail commun donc avec la Fédération des élus musulmans de Constantine, donc, dirigée par le docteur Benjeloul, et le Parti communiste, donc qu'est préparé ce congrès qui se tient le 7 juin 1936 au Cercle du Progrès à Alger. Les revendications communes portées par ce congrès sont l'octroi de la nationalité française à un grand nombre d'Algériens sans qu'ils perdent le statut personnel, le statut musulman, afin que des élus musulmans puissent participer aux élections avec le Collège européen. Le Congrès demande en outre la reconnaissance de la langue arabe comme langue officielle de l'Algérie aux côtés du français. La Fédération des élus du département de Constantine, donc un des deux partis avec lequel est monté ce projet, est dans la durée l'organisation la plus proche des oulémas, notamment parce que donc, Ben Badis et le docteur Benjeloul, qui est le président de la fédération, sont cousins. Ils défendent des positions similaires quant aux droits civiques et à l'égalité en Algérie, et dans une certaine mesure aussi autour de la question de l'identité musulmane. C'est ensemble donc qu'ils préparent le congrès musulman algérien, avec le Parti communiste également, à travers donc le comité constantinois pour la préparation du congrès musulman algérien. Le programme de la Fédération des élus en juin 1936 est exactement le même que celui de la charte revendicative adoptée par le congrès.
Les revendications des élus sur l'enseignement de la langue arabe sont en accord avec le Congrès musulman et donc les oulémas. Cependant, l'échec du projet Bloom-Violette, le durcissement de l'attitude de l'administration vis-à-vis de l'enseignement de l'arabe et vis-à-vis de l'association elle-même, et d'autres facteurs encore, vont conduire à une radicalisation de certains membres de l'association et vont aussi conduire tout simplement les dirigeants de l'association, en réduisant leur marge de manœuvre pour une action légale contre l'administration, donc cela va les conduire à radicaliser leur action. On observe à ce moment-là, dans les revues de l'association, de façon récurrente, l'apparition d'articles qui justifient le tournant pris par l'association vers l'affirmation d'une politisation du mouvement. Donc des articles traitent du rôle des ulama en politique dans l'histoire, faisant un parallèle entre d'illustres ulama et Abdelhamid Ben Badis ou d'autres dirigeants de l'association. Les années 37-38, donc, qui sont pour les Algériens celles de la désillusion après le Front populaire, marquent cette politisation renforcée. C'est notamment, et là mon topo doit beaucoup au travail de Charlotte Couret, donc, qui est doctorante à l'INALCO, cette politisation se renforce énormément autour de la lutte contre le décret du 8 mars 1938, un décret relatif aux écoles coraniques. Et on peut dire que il y a là un basculement et que c'est peut-être le moment où les oulémas vont cesser progressivement d'être proches des réformistes. Donc un décret est pris le 8 mars 1938, renforçant le contrôle sur les écoles coraniques et provoquant la fermeture de nombreuses écoles libres, notamment d'écoles de l'association des oulémas. À partir d'une protestation contre une mesure perçue comme injuste, l'association va réussir à fédérer toutes les composantes de la société civile musulmane pour faire de la lutte contre le décret du 8 mars une cause nationale algérienne. Je passe sur ce décret lui-même, qui touche de plein fouet les écoles de l'association des oulémas, qui, en fait, donc le décret est pris en mars, et dès le mois d'avril, l'association dénonce une mesure dirigée contre l'islam et la langue arabe en Algérie. Ben Badis, notamment, trace un parallèle avec le Daïr berbère, donc pris au Maroc en 1930, et espère que la lutte contre ce décret pourra avoir le même retentissement que la lutte contre le Daïr de 1930. Voyant les réactions rapidement très hostiles à ce décret, le gouvernement général justifie sa mesure au moyen donc de communiquer, et il présente ce décret comme une simple application de la loi, donc une loi appliquée en métropole depuis les années 1880 et qui ne l'avait pas été en Algérie, et donc il s'agirait ici d'une normalisation. C'est un moment de bascule, de prise de conscience pour les oulémas de la discrimination, de la fragilité, de la discrimination dont ils sont victimes et de la fragilité de leur position légaliste, réformiste. L'article de Ben Badis intitulé « Légalisation boiteuse », qui paraît le 3 août 1939 dans Al-Basaïr, est à cet égard tout à fait révélateur, et il conteste cet argument, faisant du décret une simple normalisation, un simple rééquilibrage. Je le cite, « La propagande gouvernementale diffuse par radio et par presse que le but du décret du 8 mars 1938 est la mise à niveau entre l'Algérie et la France d'une loi qui était appliquée en France depuis longtemps et pas en Algérie, et l'effacement d'une différence Légalisation, c'est un beau mot, à la signification considérable, qui est une grande source de droit. Mais, en ce qui nous concerne, c'est un oiseau fabuleux dont on entend beaucoup parler, mais qu'on ne voit jamais. Légalisation est la condition d'une union réelle, et ne l'ont appelé de leur vœu, n'y ont répondu que ceux qui voulaient le meilleur pour la société commune, sur la base de sentiments partagés, sincères dans le travail pour le bien, la conservation du prestige et le respect de la personnalité. Ben Badis termine son argumentaire de la sorte. Et si vous voulez l'égalité, pourquoi ne nous égalisez-vous pas avec les Juifs, à qui vous laissez leur liberté de culte, et avec les chrétiens, et avec les Italiens, à qui vous permettez d'établir une organisation énorme pour l'enseignement de leur langue. Nous combattrons ce décret par tous les moyens légaux.
Donc, on voit ici un ressentiment extrêmement fort et qui conduit à une prise de conscience donc, de la fragilité de la position légaliste, même si là, elle est toujours affirmée. Ben Badis mobilise presque immédiatement donc, son réseau proche afin de lutter contre ce décret. Les oulémas donc, déclarent régulièrement dans leurs revues leur opposition à ce décret et s'affirment être les vrais représentants du peuple, les porte-paroles de la majorité de la population. L'association, ensuite, va être l'initiatrice d'un mouvement unitaire d'opposition à ce décret, notamment autour donc, des jeunesses du Congrès musulman, des jeunes communistes et des jeunes appartenant à la Fédération des élus. Pour organiser ce mouvement contre le décret, Ben Badis aurait d'abord souhaité disposer d'une structure institutionnelle réunissant tous les partis et toutes les tendances. Et dès mars 1938, il esquisse quelques approches. Mais donc ça n'aboutit pas en termes de structure. Un an plus tard, Ben Badis et ses alliés relancent l'idée d'un rassemblement, sous l'idée d'un nouveau congrès musulman. Les renseignements français rapportent dans les archives ces rapprochements. Les relations nouées entre membres des différentes associations ou partis politiques dans le Constantinois favorisent la confiance mutuelle et l'engagement dans une voie commune. C'est notamment cette politisation qui provoque l'éclatement, la manifestation du conflit latent entre Ben Badis et El Orbi, puisque donc au sein même de l'association, des différences de vues s'exposent au grand jour. Un processus d'entente entre les oulémas et la Fédération des élus du Constantinois est engagé très rapidement au printemps 1938. Un soutien mutuel et des actions communes pour la défense des musulmans contre les colons, par la multiplication de cercles et des publications, donc, est pris. Les oulémas s'engagent à apporter leur soutien aux revendications politiques de la Fédération et en retour, ces derniers soutiennent les revendications culturelles et religieuses des oulémas. Le décret vient renforcer un rapprochement qui était déjà en germe. Et là aussi, une note des renseignements rapporte la décision d'une protestation commune en avril 1938. Ainsi, en juin 1938, les élus donc de la section arabe de la Haute Assemblée financière algérienne interviennent en séance, publiquement, donc, pour présenter les revendications de leurs concitoyens concernant ce décret de mars 1938. Là où ce que j'ai essayé de montrer sur cette ligne de crête s'engage encore plus, c'est dans la collaboration entre les oulémas et le PPA. Donc une collaboration qui jusque-là était intermittente et se cantonnait surtout en France à l'animation autour de Paris, donc d'un cercle qui était le cercle de l'éducation, donc un cercle qui servait à éduquer le cercle d'animation culturelle pour les immigrants présents en France. Autour de la lutte contre le décret, c'est un autre point d'appui qui va se développer, un point de jonction entre les oulémas et le PPA, autour d'Ali Brahimi à Tlemcen. Et là, un engagement plus fort va se nouer. L'alliance avec le PPA ne se fait pas sans difficulté, car le passé des deux structures est plein d'accusations réciproques, souvent violentes au sujet du Congrès musulman. Mais avec la déception consécutive au projet, à l'échec du projet Bloom-Violette, puis ce décret, le rapprochement va être facilité. En juin 1939 se décide ainsi un rassemblement musulman, un possible rassemblement musulman, toute organisation confondue. Un rapport du 16 juin 1939 du Centre d'études et d'information du gouvernement général confirme une prochaine collaboration entre les oulémas et le PPA. On y lit que les oulémas seraient décidés notamment à appuyer la candidature de tous les messalistes dans les élections à venir. Donc là, on sent, je vous passe le reste de la note, que l'association se radicalise dans l'action d'opposition au décret. La note mentionne notamment que l'association pense laisser de côté son attitude légaliste et est prête à provoquer un conflit par la résistance aux directives gouvernementales. L'influence du PPA ne peut qu'avoir encouragé l'association sur ce chemin, même si cela n'est pas tout à fait assumé. Le décret du 8 mars 1938
a donc fédéré presque tous les différents mouvements algériens, à l'exception de ceux qui restaient très proches de la politique de l'administration. Dans ces années-là, d'autres thèmes comme le scoutisme, la défense de la langue arabe, la question de Palestine vont être autant de points provoquant l'union et des questions sur lesquelles l'association va essayer de se porter de s'avancer comme porte-parole des Algériens. À travers ces luttes, donc, on aperçoit le glissement d'une position légaliste, réformiste, vers un engagement politique plus fort et une rupture avec l'administration. 2 mots de conclusion, pardon. À la mort de Ben Badis en avril 40, la rupture semble être consommée entre administration et réformistes musulmans. Sous la présidence donc de Bachir el-Ibrahimi puis de l'Arbi Tebisi, l'association, donc, tout en essayant de garder son autonomie et sa position d'interlocuteur potentiel, va s'engager de plus en plus. Voilà, elle rallie finalement le FLN au printemps 56. Merci beaucoup. Oui, j'ai tellement dit que j'allais jouer aux gendarmes que j'ai l'impression que le soldat Jomy a eu peur là. Bien, alors écoutez, il me revient de prendre la parole maintenant pour vous parler d'une drôle d'aventure qui est le projet de loi Blum-Violette. Alors pourquoi drôle d'aventure ? Parce que c'est quelque chose qui a marqué les esprits dans l'histoire franco-algérienne. Et quand on voit la façon dont les choses se sont passées, le peu de substance du projet, les ambiguïtés qui entourent la façon dont il a été reçu tant en France qu'en Algérie, on est assez surpris par cette différence entre l'importance symbolique qu'a eu ce projet et puis la façon dont les choses se sont passées, et le peu de résultats et l'échec même qu'il a connu. Alors, bien entendu, 1936, pardonnez-moi, mais ce sont les années 30. On nous le rappelle souvent ces temps-ci, c'est-à-dire ce sont des années qui sont des années sombres et qui l'ont été aussi pour les réformistes en Algérie et en France, malgré justement cette éclaircie, ce feu de paille du projet de loi Blum-Violette de 1936. Alors, le contexte, vous le connaissez, c'est la crise énorme du capitalisme mondial qui met à bas les économies les plus puissantes, aussi bien en Amérique qu'en Europe, ça nous rappelle quelque chose, et qui, à travers les scandales financiers, les faillites des secteurs entiers de l'économie, le chômage galopant, et cela se traduit, évidemment, c'est quelque chose qui fait peur, sur le plan politique, par la montée du fascisme avec Mussolini en Italie, du nazisme avec Hitler en Allemagne, et puis la France qui connaît des heures sombres. Rappelez-vous, 6 février 1934, les émeutes anti-républicaines qui ont failli mettre la République à bas. La République s'est bien défendue, et c'est sûrement ce qui a poussé les forces de gauche à se regrouper devant la menace fasciste qui montait de toute l'Europe et de la France. Donc, première riposte, c'est en juillet 1934, le pacte SFIO-PC, donc déjà les frères ennemis se rapprochent, les communistes et les socialistes. Et puis, dès le 14 juillet 1935, une date qui, je pense, n'a pas été choisie par hasard, c'est la création du Front populaire avec le PCF, bien sûr, avec Maurice Thorez, la SFIO, donc le socialiste Léon Blum, et puis pour la branche radicale socialiste, Ramadier et Daladier. Donc les accords de Front populaire qui aboutissent dès janvier 1936 à un programme, et les choses vont aller très vite. Janvier 1936, le programme, avril-mai, les élections législatives, la victoire du Front populaire, et un gouvernement qui se constitue en juin 1936, avec 2 composantes, les socialistes et les radicaux socialistes, et un parti communiste qui se met en réserve, puisqu'il va apporter à ce gouvernement du Front populaire un soutien sans participation, suivant la formule célèbre de l'époque. Et donc le président du Conseil, c'est donc Léon Blum, et se trouve à ses côtés un ministre d'État, Maurice Violette, qui est pour la petite histoire, il est député maire de Dreux. Il a siégé de très très longtemps, je crois près de 60 ans à l'Assemblée nationale. Et c'est surtout quelqu'un qui a été gouverneur général de l'Algérie entre 1925 et 1927, et qui s'est pris de passion pour ce pays et qui a très vite compris
que le système colonial ne pouvait pas fonctionner très longtemps tel qu'il était. Une phrase simplement qu'il dit, je vais essayer de la retrouver en 1925, il dit aux Algériens, enfin il dit en Algérie, évidemment je ne vais pas la retrouver, mais elle est extrêmement importante. Voilà. Non, c'est pas la bonne, on va y arriver. J'essaie de vouloir avoir de l'ordre, c'est fini. Bon, écoutez, elle va revenir, je pense, je vais la retrouver sans problème. Bon, enfin, en 2 mots, il disait aux délégués financiers à Alger, les Algériens sont privés de patrie, sûrement pas votre faute. Ils réclament une patrie, ils réclament la patrie française. Vous avez le choix, ou vous la leur donnez, ou ils s'en créeront une autre. Je cite de mémoire, je vais retrouver la phrase très précise tout à l'heure. Donc voilà en gros quel était le sentiment général que Violette va, comment dirais-je, exprimer tout au long de sa vie parlementaire, et bien entendu, dès qu'il va être porté aux responsabilités en juin 1936 comme ministre d'État. Alors évidemment, ministre d'État, c'est un titre qui peut tromper. On a le sentiment que Maurice Violette est un ministre tout-puissant auprès de Léon Blum. En fait, il va être... les radicaux socialistes ont joué un rôle très, très néfaste dans ce gouvernement parce que ils ne sont pas clairs du tout. D'ailleurs, on verra que ni les socialistes ni les communistes ne le sont davantage. Mais ils ont réussi, Daladier a réussi à imposer auprès de Léon Blum un sous-secrétaire d'État à l'Algérie, qui est un radical socialiste, qui est un allié inconditionnel de tous les colonialistes les plus terribles d'Algérie, et qui va passer son temps, le peu de temps que le Front populaire va rester au pouvoir, à saboter les efforts de Violette pour faire avancer son projet auprès du Parlement, évidemment, qui est le seul décideur. Alors, ce projet de loi, il est très simple. Il est dans la lignée c'est un peu le fil rouge qu'on retrouve depuis Ismaël Urbain jusqu'aux ordonnances de 44 et puis au statut de 47. C'est comment faire en sorte qu'un maximum d'Algériens, d'hommes algériens, parce que je vous rappelle quand même que les femmes ne sont pas électrices, ni en Algérie ni en France, comment faire en sorte qu'ils puissent accéder aux droits politiques, à l'égalité politique, qu'ils deviennent des citoyens à part entière, sans avoir à renoncer à leur statut. On l'a vu tout au long de la matinée, ça a été le combat permanent. On vous donne la citoyenneté française, ok, mais il faut que vous renonciez à votre statut personnel. Et je ne vais pas, empiéter sur ce que va dire Julien ensuite, mais Ferhat Abbas, à un moment donné, dira à je ne sais plus quel grand homme politique français, écoutez, s'il vous plaît, faites avec nous ce que vous avez fait avec les Juifs en 1870, donnez-nous la citoyenneté française et interdisez-nous de garder notre statut personnel. Vous l'avez fait pour les Juifs. Il y a eu un mouvement terrible au niveau du rabbinat algérien pour s'opposer à cela, mais ça a marché. Donc, si vraiment le seul obstacle à l'accès plein et entier à la citoyenneté française, c'est le statut personnel, tant pis, chiche, supprimez-le. Donc, le combat de Blum-Violette, c'est celui-ci, et c'est un projet très simple, encore une fois, c'est de permettre aux Algériens d'accéder à la citoyenneté française et à tous les droits politiques sans renoncer à leur statut personnel. Et immédiatement, ça va soulever en Algérie un enthousiasme extraordinaire, notamment auprès des jeunes Algériens, de tous ceux qui tournent autour de Ferhat Abbas, du docteur Benjeloul, toute ce qu'on appelait à l'époque les évolués, c'est-à-dire tous les Algériens qui, parce qu'ils appartiennent à des familles de notables, à des familles de fonctionnaires, qui ont pu bénéficier de ce système éducatif dont Gilbert Guillaume nous parlait ce matin, qui ont fait des études souvent brillantes, qui sont cantonnés dans des métiers que le système colonial leur permet tout juste. On l'a vu avec Christian Féline et l'admiral ce matin. Il a fallu se battre pour que les Algériens puissent devenir avocats. Donc ils sont avocats, ils sont pharmaciens, ils sont médecins, ils sont instituteurs. Donc toute une série de niches professionnelles dans lesquelles ces Algériens qui ont pu bénéficier, très rares, encore une fois, entre 5 et 10% vont à l'école. Donc tous ces Algériens qui ont pu bénéficier d'une éducation solide, qui sont justement ces réformistes laïcs qui ont formé le mouvement des jeunes Algériens, eh bien voilà, c'est eux qui vont non seulement adhérer tout de suite
aux promesses de ce projet de loi Blum-Violette de 1936, mais qui vont entraîner beaucoup d'autres Algériens autour d'eux parce qu'ils représentent une élite qui donne une espérance à l'ensemble de la population algérienne. Alors évidemment, comme le disait Julien tout à l'heure, tous les Algériens ne vont pas se précipiter dans cet enthousiasme, malgré le congrès de juin 1936. Tout le monde y participe au congrès. Il l'a dit, les oulémas qui y vont. Il y a aussi les messalistes qui y vont. Donc les radicaux, les réformistes islamiques, les réformistes laïcs sont là. Et ce congrès, donc je ne vais pas revenir dessus, Julien l'a tout à fait exprimé tout à l'heure. Je vais y arriver, oui. Augustin, voilà. Il y a vraiment un mouvement d'adhésion globale, malgré des réticences qu'il a exprimées de la part des oulémas, et malgré l'opposition du PPA, mais qui est quand même, le PPA va être présent au congrès de juin 1936. Donc, une attitude très ambiguë du côté algérien, une large fraction des Algériens qui adhèrent à ce projet, qui soulève une immense espérance, et puis les oulémas et les radicaux qui vont avec beaucoup d'ambiguïté, qui vont à reculons. Et je reprends, pour reparler des oulémas, qui ont eu l'attitude la plus ambiguë, puisque je crois bien qu'on a pu parler de nationalité ethnique et nationalité politique. Donc les oulémas, du moment qu'on préserve la personnalité algérienne, l'arabe, l'islam, la personnalité algérienne, la culture algérienne, au fond, la politique, ça les intéresse moins. Ils le disent, hein, ils restent encore dans ce cadre légaliste. Donc on a le sentiment, vu d'Alger, que les masses algériennes, à travers toutes leurs organisations, adhèrent à ce projet. Si on regarde du côté français, les ambiguïtés ne sont pas moindres. La SFIO est extrêmement divisée. Il y a des partisans, en gros, c'est du 50-50. Il y a une grande partie de la SFIO qui soutient l'objectif du projet Blum-Violette, et une autre partie qui est très sceptique, parce qu'elle estime que, je ne sais pas qui le disait ce matin, Jacques Frémaux, je crois, qui disait bon, les réformes, c'est bien gentil, mais si on les entame, on ne sait pas où ça va s'arrêter, donc on va plutôt appuyer sur le frein que sur l'accélérateur. Donc la SFIO, un Léon Blum qui va être très vite... je vous rappelle quand même l'atmosphère du Front populaire. Immédiatement, dans les 3 premiers mois, une avalanche de projets, de progrès extraordinaires sur le plan social. Les 40 heures, la nationalisation des chemins de fer, les congés payés, enfin bref, des avancées sociales extraordinaires qui ont été faites en quelques mois. Et puis très vite, la crise financière, l'opposition farouche des milieux financiers, des milieux industriels, la guerre d'Espagne qui se profile. Donc le Front populaire tout de suite va commencer à plonger dans les difficultés. Et bien entendu, l'Algérie devient le cadet des soucis. Donc ce projet de loi, qui n'est même pas déposé en juin 1936, qui est à peine qui est mis sur la table, mis en discussion, il ne va arriver au Parlement qu'en janvier 1937, c'est-à-dire à quelques mois de la première chute de Léon Blum. Parce que je vous le rappelle aussi, qu'est-ce qu'on appelle le gouvernement de Front populaire? Je vous l'ai décrit sur le plan politique. Sur la durée, c'est 22 mois maximum. Il y a 12 mois qui vont être le gouvernement Léon Blum 1, si je puis dire, qui va durer de juin 1936 à juin 1937. Ensuite, il va y avoir le gouvernement de Camille Chotan, qui va durer 9 mois, je crois, de juin 1937 à mars 1938. Je parle sous le contrôle des historiens. Et ensuite, 1 mois avec un gouvernement de Léon Blum II en mars-avril 1938, et le Front populaire est terminé. Il aura duré 22 mois. 22 mois, mais on sait très bien que le vrai gouvernement, celui qui avait encore les coudées un peu franches, malgré les difficultés, c'est le gouvernement qui a duré 1 an, de juin 1936 à juin 1937, le premier gouvernement de Léon Blum. Donc, Maurice Violette se retrouve de plus en plus isolé, parce que les Algériens se rendent compte qu'à Paris, ça ne fonctionne plus, que Violette est extrêmement isolé, qu'il a à peine l'appui du président du Conseil qui est pris dans tellement d'autres problèmes nationaux et internationaux insolubles, que les lobbies coloniaux jouent, notamment la puissance radicale socialiste en Algérie qui est extrêmement forte et qui joue à fond sur le deuxième pilier du gouvernement Blum, qui sont les radicaux socialistes. Donc l'affaire part très vite en quenouille. Et voilà, donc c'est je reviens à ce que je disais en entrée, c'est-à-dire qu'on a un projet qui va dans le bon sens,
un sens qui a été suivi par tous les réformateurs depuis des années, qui sera repris par De Gaulle en 1944, qui sera à nouveau repris par le statut de 1947. Donc un grand sillon tracé par tous les réformistes depuis Napoléon III jusqu'au statut de 1947. Et puis quelque chose qui, encore une fois, a un soutien très ambigu et en France et en Algérie, et qui fait que son principal défenseur, isolé au sein du gouvernement, ayant des ennemis au sein même du gouvernement, peu soutenu par son président, eh bien, il va lâcher prise et le projet de loi ne sera même pas soumis au Parlement, puisqu'il va passer, je crois, en 1938 dans une commission qui va l'adopter, mais il ne sera jamais soumis au vote des parlementaires. Donc voilà une aventure qui, alors, à mon sens, évidemment, on peut en discuter longuement, je crois vraiment, pour avoir regardé de près ce que quelqu'un appelait ce matin la liste des occasions perdues, je crois vraiment que 1936, c'est vraiment l'occasion perdue, parce que on verra très bien le scepticisme complet qui va accueillir l'ordonnance de 44 du général de Gaulle, qui va accueillir le statut de 1947. Beaucoup disent ah oui, évidemment, c'est 47 dernière occasion. Non, c'était fini. Je crois que c'était fini dès la débâcle de 40, et c'est là qu'on voit effectivement. On parlera tout à l'heure dans quelques minutes de Ferhat Abbas. Je crois que c'est vraiment le basculement de Ferhat Abbas. Contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas 56, c'est 1936. C'est là qu'il va commencer à abandonner son espoir fou de tout qui a été celui de tous les réformistes, de penser que le système colonial pouvait s'auto-réformer. Et c'est là que, avec le manifeste en 1943, Ferhat Abbas va commencer à parler de la personnalité algérienne, de la nation algérienne, etc. Voilà. Donc, ça a été rapide. Je voulais vraiment insister à la fois sur l'insertion du projet de loi Blum-Violette dans ce combat permanent depuis Napoléon III pour l'accès des Algériens à part entière dans le système politique français, pour leur donner tous les droits politiques qui étaient pourtant la doctrine officielle, l'assimilation, l'Algérie c'est la France, etc. Donc ça s'insère dans tout ce sillon qui a traversé tous les rapports franco-algériens de la colonisation. Et en même temps, un immense gâchis, parce que avec un espoir extraordinaire, mais tellement d'ambiguïté de part et d'autre, que évidemment tout cela n'avait aucun avenir, et que l'échec, alors non seulement cela n'a eu aucun avenir, mais surtout l'échec a été mortifère pour tous les projets réformistes. Voilà, je vous remercie. Donc on va passer à un personnage que l'on a beaucoup cité ce matin et cet après-midi, qui est donc le pharmacien de Sétif, Ferhat Abbas. Alors, comme je le disais tout à l'heure en plaisantant à peine, mais on donnera un peu plus de temps à Julien, parce que, encore une fois, comme nous l'avions déterminé avec l'équipe d'organisation, évidemment, on ne va pas couper Ferhat Abbas en deux en 1944, l'avant 44 et après 44, donc on va demander à Julien de nous parler de cet homme qui a su fédérer tant d'espoir, qui a été le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui a été le premier président de l'Assemblée algérienne après l'indépendance, et voilà, qui a marqué, dont évidemment beaucoup d'Algériens se souviennent, qui nous ont mal connus, parce qu'il a été aussi, après l'indépendance, un chassé, on a tenté de le chasser des mémoires, comme dans pour beaucoup de grandes figures du nationalisme algérien. Voilà, donc Monsieur Fromage, vous avez la parole pour nous parler de Ferhat Abbas. Celui-là ne fonctionne pas ? Non, je vais prendre celui-là. Oui, pardon. Bonjour à tous. Évidemment, je voudrais, comme mes collègues, remercier l'organisation, en particulier Monsieur Morin. Le remercier, puis m'insurger aussi un petit peu, effectivement, contre cette mission impossible que vous m'aviez confiée, à savoir résumer le parcours d'un homme qui a passé environ 40 ans à l'avant-garde du combat politique des Algériens. En une quinzaine de minutes, voilà, chose très difficile. Je vais essayer de vous donner quelques éclairages d'ensemble. Voilà. En plus de 15 minutes. Un peu plus de 15 minutes. Donc Ferhat Abbas, comme beaucoup d'entre vous le savent, est né à Taher, donc en 1899.
est décédé à Alger en 1985. Alors c'est l'une des rares figures politiques à avoir bénéficié d'une reconnaissance de part et d'autre de la Méditerranée. Cependant, moi, il me semble que ce caractère consensuel est un trompe-l'œil, parce que la vie de cet homme, la vie politique de cet homme, dont la carrière politique a donc démarré au lendemain de la Première Guerre mondiale pour s'achever au lendemain de la guerre d'indépendance, on a souvent retenu d'un côté le républicain francophile, du côté français, et de l'autre le père du nationalisme et de la nation algérienne, du côté algérien. Le tout au prix, souvent, de chronologies qui sont borgnes, de lecture sélective de ses écrits ou de son action militante. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut considérer Abbas comme un homme synthèse des luttes politiques franco-algériennes au cours des derniers demi-siècles de la colonisation ? Moi, je resterai prudent sur cette question, je dirais peut-être, à la condition d'admettre qu'il fut lui-même le produit de temps successifs qui ont jalonné les 5 dernières décennies donc, de la colonisation et qui ont été faites de ruptures, de doutes, mais aussi d'incompréhension. Donc par nécessité, mon approche sera synthétique. Au demeurant, la littérature qui est consacrée à Ferhat Abbas, même si elle ne couvre pas forcément tout son parcours militant, est profuse. Je pourrais vous donner des pistes bibliographiques si vous êtes intéressés. Le tigre de Sétif, c'est comme ça qu'on le surnommait à l'époque. Je vais essayer d'en restituer le caractère rationnel, légaliste, en parlant de sa pensée politique, qui est celle d'un réformiste en perpétuel mouvement, dont l'ambition a été double en fait, celle de construire un futur d'homme libre pour les Algériens, tout en favorisant l'épanouissement d'une Algérie moderne et biculturelle. Ça, c'est son ambition intime. Donc j'évoquerai d'abord les grandes étapes de son parcours, et puis l'évolution de son idéologie et de ses pratiques, en me fondant surtout sur ses écrits. Comme Augustin l'a gentiment rappelé tout à l'heure, je suis davantage spécialiste de la Fédération des élus, des mobilisations politiques jusqu'en 1945, moins spécialiste, vous me le pardonnerez, des mobilisations politiques postérieures à 1945, mais je m'y essaierai un petit peu quand même. Donc, je vais commencer par la présentation des origines d'Abbas. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, ça s'impose comme un point d'entrée nécessaire pour comprendre l'homme, mais aussi sa psychologie, qui informe grandement sa pensée et son action politique. Abbas est né en Petite Kabylie, donc dans cette partie littorale et arabophone de la Petite Kabylie, dans un milieu rural, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Jijel. Effectivement, c'est le petit-fils d'un agriculteur qui a été exproprié par la colonisation, mais il est aussi le fils d'un caïd autodidacte, qui doit une grande partie de sa modeste réussite sociale à l'amitié qu'il a su nouer avec le conseiller général français de la ville de Jijel. Donc ses origines relativement modestes positionnent néanmoins Abbas au sein d'un groupe social parfaitement composite que les historiens ont pris l'habitude d'appeler le Mersenne colonial. Ce groupe comprend en fait l'ensemble des intermédiaires colonisés. Alors c'est un groupe vraiment composite puisqu'il va des gardes forestiers aux fonctionnaires d'autorité, en passant par les instituteurs algériens, pardon. Et à mon avis, ce groupe il est central dans l'histoire de l'Algérie puisque sans lui, vraisemblablement, la fiction de l'Algérie terre française n'aurait jamais pu exister. Donc de cette extraction sociale particulière, Abbas va avoir l'opportunité d'avoir accès à l'école française, puisqu'il va la rejoindre à l'âge de 10 ans, et il sera ensuite boursier au collège de Skikda, Philippeville, puis étudiant à l'université d'Alger. Au-delà de son cas personnel, il me semble que pour qualifier l'ensemble de ce groupe du Mersenne colonial, on peut retenir les traits suivants, du moins à partir du début du XXe siècle, à savoir que c'est un groupe qui va réaliser un investissement scolaire colossal, mais aussi en parallèle, et pour ceux qui en ont les moyens évidemment, un effort de reconquête terrienne. C'est le cas du père de Abbas, qui va racheter une partie des terres dont son grand-père avait été exproprié. Mais aussi, puisque ce sont des hommes extrêmement investis dans la société de leur temps, un investissement associatif et politique. On le sait, la majorité de ceux qu'on a pris l'habitude d'appeler les jeunes Algériens sont issus des rangs de ce Mersenne colonial dont fait partie aussi, comme Augustin nous l'a rappelé tout à l'heure, la famille Ben Badis.
Donc je dirais que le jeune Abbas s'est imprégné au sein de ce groupe de cet esprit de reconquête morale, intellectuelle et matérielle qui a irrigué ce Mersenne. Et plus personnellement, il me semble que quand on le relit, on retrouve une sensibilité forte qui le porte à s'attacher avec passion aux choses de la terre et à la paysannerie, souvent miséreuse, qu'il a pu côtoyer dans sa jeunesse. Alors, Ferhat Abbas va faire son service militaire de 1921 à 1923, puis il s'inscrit à l'université d'Alger et s'investit parallèlement dans le journalisme avec beaucoup d'ardeur. Il est aux premières loges, en fait, pendant cet autre espoir de réforme porté par l'émir Khaled au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et il se forge déjà à ce moment-là une solide réputation de polémiste en collaborant à quelques journaux, dont le Trait d'Union, Et Takaddoum, qui signifie le progrès, etc. Il contribue aussi fortement, et c'est sa véritable entrée en militantisme, au développement de l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, dans laquelle il va rencontrer nombre de ses futurs camarades de militantisme politique. Je pense en particulier au docteur Saad Dan, auquel il était très attaché, qui est décédé peu après la Deuxième Guerre mondiale. De 1926 à 1931, il préside cette association et il lance notamment son organe de presse, Et Tilmiz, donc l'étudiant. En fait, moi, il me semble que l'entrisme d'Abbas, au sens noble du terme, et son attachement à l'évolution de la société qui l'entoure sont donc déjà visibles, sont donc déjà des constantes observables dès ses années de formation. Docteur en pharmacie en 1933, il s'installe à Sétif. Alors, pour faire une petite parenthèse vraiment très rapide sur le fonctionnement de ce milieu merzanien, en fait, Abbas s'installe à Sétif grâce au mariage qu'il réalise alors avec la fille de Si Hassan Ben Khellaf, qui est un grand négociant de Gigel, et qui va lui avancer les fonds nécessaires à l'ouverture de cette pharmacie. Mais son beau-père n'est pas qu'un grand négociant et une fortune, c'est aussi l'un des pionniers du militantisme algérien, un jeune Algérien au sens propre, puisque pour ma part je considère que les jeunes Algériens ne sont que les jeunes Algériens de la première génération et que Abbas lui-même ne se considère pas comme un jeune Algérien. Donc ce beau-père va être son parrain en politique. En fait, Abbas rentre en politique véritablement au lendemain des émeutes antisémites de Constantine en août 1934. Il adhère à la Fédération des élus et il va directement être propulsé à un des postes les plus recherchés, et surtout un des rares postes d'élus accessibles aux musulmans. Il va donc être élu au conseiller général de Sétif, en octobre 1934. De 1934 à 1938, il va conquérir tous les mandats qui sont ouverts aux Algériens. Ils ne sont pas nombreux, puisqu'il va devenir également conseiller municipal de Sétif et enfin délégué financier. Donc, de l'humiliation des célébrations du centenaire, je crois que le terme n'est pas trop fort, de 1930 à l'enterrement du projet Bloom-Violette dont Georges Morin vient de nous parler en 1938, la mobilisation des Algériens est d'une ampleur inédite. Abbas va s'y faire un nom, en tant que lieutenant du docteur Benjelloul, qui est alors son mentor, et qui surtout est perçu à ce moment-là comme l'homme qui ose défier le régime colonial. Abbas noue également des relations d'alliance qui ne se démentiront jamais avec les oulémas réformistes, dont Augustin vient de nous parler. Enfin, il collabore et il dirige, à partir de 1937, le journal L'Entente, dans son titre complet, l'Entente franco-musulmane, qui à lui seul est tout un programme. Et ce journal est le journal de la Fédération. Donc, à travers la conquête des urnes et l'investissement associatif, Abbas adhère alors à la nécessité d'une conscientisation politique et d'un relèvement moral des masses colonisées. L'union entre Algériens, qui se réalise donc dans le Congrès musulman de 1936, devient la base de toute son action politique, en dépit de l'incapacité de ce Congrès à obtenir la réalisation de l'assimilation et des premières dissensions partisanes qui se font jour entre Algériens déjà. À mon sens, la période qui court de 1938 à 1943 est fondamentale dans la compréhension de la conversion au nationalisme d'Abbas, comme Georges Morin en a esquissé l'idée tout à l'heure. En fait, après près de 10 ans de mobilisation réformiste, le gouvernement métropolitain a définitivement, enfin, en tout cas le pense-t-on à l'époque, tranché en mars 1938 en faveur du statu quo colonial. Et la majorité des forces politiques algériennes vont, à partir de ce moment-là, s'orienter vers l'élaboration d'un imaginaire national algérien
qui va être construit nécessairement en rupture avec l'idée de cité française, et qui principalement va être fondé sur le fameux triptyque badicien, l'islam est notre religion, la langue arabe est notre langue, et l'Algérie est notre patrie. Abbas, pendant cette période, est désarçonné. Lui, le réformiste, convaincu effectivement par les principes républicains. Il n'en reste pas pour autant inactif. À l'été 38, contrairement à ce qui a souvent été dit, avec les élus, et non pas sans eux, il fonde un éphémère parti de masse qui s'appelle l'Union populaire algérienne. Le 11 avril 39, vraiment de façon anecdotique, parce que cet événement n'est jamais cité dans les livres d'histoire, il faut quand même que je le fasse, les élus, les oulémas et une bonne partie des forces politiques algériennes organisent des manifestations de masse coordonnées dans toute l'Algérie qui vont rassembler plus de 200 000 personnes le même jour. Et ces manifestations ont lieu pour éviter la censure coloniale à l'occasion donc de l'invasion de l'Albanie par l'Italie fasciste, en solidarité avec les musulmans d'Albanie. Lorsque la guerre éclate, Abbas, qui peut paraître paradoxal en cela, va opter pour l'engagement volontaire du côté de la France. Il va demander à être affecté sur le front. En fait, du point de vue intime, il me semble que la conversion au nationalisme d'Abbas, elle découle directement de la débâcle. La débâcle de 1940, qui est pour lui, à mon avis, un traumatisme fondateur. Je pense que cette défaite l'oriente de façon décisive vers le nationalisme, parce que la faillite de l'Europe met la décolonisation à l'ordre du jour, pour lui. Après un ultime effort déçu, puisqu'il envoie un dernier rapport au maréchal Pétain en 1941, qui est intitulé, encore tout un programme, l'Algérie de demain, sans réponse évidemment, Abbas va devenir, à mon sens, nationaliste d'abord par raison. Donc en février 1943, il est appuyé par une partie des ex-élus fédérés, des oulémas, du PPA, et il transmet son fameux manifeste aux autorités. Un an plus tard, il va lancer un nouveau front, en mars 1943, avec l'Association des Amis du Manifeste et de la Liberté, qui est opérée conjointement avec le PPA de Messali. Et en 1944, paraît le journal Égalité, qui est sous-titré « Égalité des hommes, égalité des races, égalité des peuples ». Donc si Abbas est acquis à la cause nationaliste par logique, à défaut d'autre chose, à mon avis, il devient, comme beaucoup d'Algériens, un nationaliste de cœur, suite au massacre consécutif aux manifestations du 8 mai 1945. Ce tragique règlement de compte colonial lui vaut d'ailleurs, ainsi qu'aux principaux leaders des AML, près d'1 an d'emprisonnement, puisqu'il est considéré comme responsable, évidemment à tort. Libéré, Abbas va créer l'Union démocratique du manifeste algérien, l'UDMA, un nouveau parti, et comme l'a écrit Charles-André Julien, il apparaît bien comme l'homme montant de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les débuts de son parti sont éclatants, puisque aux élections législatives de juin 1946, le parti emporte 11 des 13 sièges dévolus au Collège musulman, donc à l'occasion de ces élections. Mais en fait, l'institutionnalisation des élections truquées, ce qu'on a appelé les élections à la Négelen, par l'administration coloniale à partir de 1947, va conduire à une radicalisation des positions de l'UNMA et va finir par rendre sa position en fait intenable. La voie légaliste, petit à petit, va s'obstruer et on en arrive donc à l'insurrection du 1er novembre 1954. Les partis sont en crise, l'UDMA peut-être au premier rang. Et à partir de janvier 1955, Abbas va prendre contact avec le FLN, ou plutôt, d'après ses mémoires, c'est l'inverse qui se passe, je ne peux pas vous le dire. Il va se rallier secrètement d'abord en juin 1955 au FLN, sur la demande insistante de Aban Rabdan, puis officiellement lorsqu'il annonce donc la dissolution de l'UDMA, son ralliement personnel au FLN, à l'occasion de la conférence de presse qu'il donne depuis le Caire le 25 avril 1956. Cette même année, il est donc intégré aux instances dirigeantes de la délégation extérieure du FLN. En septembre 1958, il devient le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, comme Georges Morin vient de nous le dire, qui vient d'être créé. En fait, Abbas est une figure consensuelle au sein du FLN. Il n'est en fait, surtout peut-être, un rival pour aucune des factions du FLN. Il a peu de pouvoir. Sa position est d'ailleurs des plus inconfortables, en tout cas c'est ce qu'il en dit dans ses écrits. Et tant bien que mal, sa mission, celle qui absorbe l'essentiel de son énergie, consiste à essayer de maintenir l'unité
au sein du FLN entre les différentes factions en lutte, déjà à ce moment-là. En fait, de 56 à 62, on peut dire que Abbas vit la guerre entre l'exaltation, il est exalté par cette guerre, de voir son peuple en lutte pour l'indépendance, et le dégoût provoqué de part et d'autre par ceux qu'il appelle les attardés du système colonial, mais aussi déjà par les colonels du FLN pour lesquels il a cette phrase « Leur analphabétisme les rendait compétents en toutes choses ». Voilà, une phrase qui en dit long. Il est débarqué de la présidence du GPRA au profit de Ben Redda en août 61 et il connaît donc une période d'isolement d'une certaine façon. Il va revenir au devant de la scène une dernière fois en tant que président de la première Assemblée nationale constituante en septembre 62. Un an plus tard, il en démissionne avec fracas, principalement parce qu'il s'oppose à ce qu'il appelle la soviétisation de l'Algérie par Ben Bella. Il est emprisonné suite à ses déclarations fracassantes jusqu'en 65 et à sa libération, il se retire officiellement de la vie politique tout en continuant à critiquer la dérive autoritaire du pouvoir en Algérie exercée par Boumedienne, ce qui lui vaudra un dernier internement à la fin des années 70. Il décède en 85. Il est malgré tout reconnu par la République algérienne puisqu'il est enterré au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. Alors après avoir très brièvement, en tout cas par rapport à ce qu'on aurait pu en dire, retracé les étapes de la carrière militante de Abbas, je vais essayer maintenant d'évoquer les fondements de sa pensée politique qui, du réformisme au nationalisme, sut être à l'heure au rendez-vous de l'histoire. C'est une expression qui est en partie inspirée par ses propres écrits. Alors, résumer la pensée d'Abbas en quelques mots relève très singulièrement de la gageure parce que si l'on considère que l'homme a été l'auteur de 5 ouvrages, de plusieurs centaines d'articles, sans même parler de ses discours politiques, la tâche paraît bien impossible. Je vais donc essayer de m'efforcer de rendre intelligible le système de pensée d'Abbas, c'est-à-dire les assises et les logiques de son raisonnement. Le premier élément remarquable chez Abbas tient à son aversion pour toute doctrine politique, ce qui peut paraître étrange pour un homme qui a fait de la politique pendant 50 ans. Pour être plus précis, je dirais qu'en fait, il se pose en opposition avec tout système de pensée qui fonctionnerait en circuit fermé. Alors, Abbas est un pragmatique. Il fait sien très tôt l'idéal de Jaurès, qui consiste à chercher à aller à l'idéal en comprenant d'abord le réel. Si l'on considère qu'il fut formé politiquement hors de tout parti politique, qu'il s'engagea dans la lutte contre le régime colonial depuis l'intérieur, soit dans un univers de contraintes particulièrement exigeant et mouvant, son aversion aux doctrines fermées se comprend très bien. Parmi ses adversaires, le communisme et le messalisme lui servirent de repoussoir idéologique. Le premier parce qu'il niait pour lui la réalité du fondement musulman de la culture algérienne, et le second parce qu'il était dominé par un leader, qui avait vainement tenté, je le cite, de s'approprier le nationalisme et s'était finalement embourbé dans, je le cite à nouveau, le culte qu'il se portait à lui-même, comme le disait Abbas. Alors, il va sans dire que Messali avait été aussi son plus vieux rival politique, et on peut comprendre que Abbas ait eu la dent dure contre lui. Quoi qu'il en soit, ce refus des pensées politiques préconçues peut être rapproché de la faveur accordée par Abbas à la tactique du Front commun. On en a parlé un petit peu déjà, par opposition à celle des partis politiques. Bien que chef de parti lui-même, Abbas a cru de façon constante à la nécessité d'une union ferme et sans clivage entre les Algériens. On pourrait parler d'une utopie, évidemment, mais son objectif premier a toujours resté d'abattre le régime colonial. Et donc, l'union était la voie qui aurait permis, selon lui, d'arriver à ce résultat. Donc, du Congrès musulman de 36 aux AML en 44 et enfin au FLN, Abbas est revenu périodiquement à cette mobilisation collective du peuple qu'il chérissait tant. C'est là, à mon avis, le second élément clé de la pensée d'Abbas, sa foi dans le caractère suprême de la sanction populaire comme vecteur d'engagement politique. Bien avant le temps du FLN, il a fait sienne la devise, qui n'existait pas évidemment, un seul héros, le peuple.
Dès les années 20, le jeune intellectuel privilégié qu'est Abbas n'écrit-il pas, je vais le citer un petit peu plus longuement, « Nous ne renions ni notre milieu, ni notre race, ni notre culte. Nous ne renions pas davantage les misères de nos frères. Le petit cireur est mon frère. Il a des droits sur moi, sur ma culture, sur ma fonction, sur mon bonheur. Ce bonheur est inconcevable en dehors de son propre bonheur. » Et 60 ans plus tard, il restait convaincu que si la cause juste du FLN l'avait emporté, c'est parce qu'il avait su, je le cite, « s'assurer l'appui du peuple et que malgré quelques bavures, l'union nationale lui avait servi de pivot. » En réalité, pour qui veut comprendre le passage d'Abbas du réformisme anticolonial au nationalisme, puis de l'action légale à la violence légitime et libératrice, pour lui qui était un anti-violent forcené, nul n'est besoin, à mon avis, de s'attarder sur les divers projets de société qu'il a défendus, de l'assimilation en passant par la République fédérée et enfin la République indépendante. Pour moi, l'élément de continuité chez Abbas tient aux valeurs repères qui furent les siennes, de ses premiers engagements à ses derniers jours. Très succinctement, Abbas a défendu un républicanisme démocratique sans concession, assis sur l'émancipation culturelle et sociale du peuple colonisé, dans le respect absolu, et je crois qu'il faut le souligner, des fondements culturels arabo-musulmans de la société algérienne. Chez Abbas, le système projeté, qu'il soit l'intégration à la cité française ou l'indépendance, est toujours conçu comme un moyen d'atteindre ces valeurs clés et non comme une fin. Les ruptures d'un objectif à l'autre n'en furent pas moins douloureuses pour Abbas, qui eut indubitablement le sentiment de perdre une part de lui-même en renonçant au lien intellectuel et amical qui le liait à la France. Mais pour lui, le réalisme devait toujours l'emporter face au non perpétuel de la France et des Français d'Algérie, face à l'horreur des massacres de 1945, face à la barbarie, à la torture ou encore à la guerre. Cette philosophie, il l'a résumée lui-même, et je crois que la citation mérite d'être faite presque in extenso, lorsqu'il écrit « Il est vrai que la politique n'est jamais statique, elle est mouvante et dynamique. Si les objectifs et les principes restent immuables, les moyens pour les atteindre changent avec les circonstances. Et les circonstances se créent souvent indépendamment de nous. Chacun sait que les grandes crises libèrent l'histoire, avec un grand H. Lorsque celle-ci se met en marche, l'homme d'État, animal politique, doit se libérer des contingences du passé pour ne pas manquer le rendez-vous qu'elle se donne avec une époque différente de la sienne. » Pour terminer ce tour d'horizon de la pensée d'Abbas, il est difficile de ne pas évoquer brièvement l'évolution de son écriture même, qui compte pour beaucoup dans sa postérité. Plume hors pair de l'Algérie colonisée et militante, le polémiste Abbas fut, à n'en pas douter, grâce à ses écrits, un déclencheur de vocation militante. Et un moteur de controverse nécessaire aussi à l'élaboration de l'idée nationale algérienne, bien évidemment. Si ses écrits de jeunesse s'apparentent à un art de la riposte, face aux abus concrets du régime colonial, son écriture évolue dès les années 30 vers l'élaboration plus ample d'un véritable projet de société pour l'Algérie. Chez Abbas, on retrouve également une sensibilité historienne et même ethnographique qui aujourd'hui encore fait de lui un déclencheur de vocation historienne, et je peux me permettre modestement d'en témoigner personnellement. Son sens de la formule est remarquable, et on pourrait en donner des exemples par centaines. Je ne retiendrai que celle-là, à dessein, « Par le peuple et pour le peuple », devise qu'il donne à l'UPA en 1938 et qui, à peu de choses près, va devenir la devise de la République algérienne indépendante. Si Abbas se construit dans l'attaque de ses ennemis colonialistes, on peut par ailleurs repérer des influences constantes. Par ordre d'importance et de façon tout à fait résumée, l'école de la Troisième République et les références à la religion et à la culture arabo-musulmane occupent très nettement la première place. Comme il le dit lui-même, on ne passe pas sa jeunesse avec Pascal, Corneille, Racine, Danton, Saint-Just, Pasteur, Hugo, sans acquérir un certain civisme, avec le sens du devoir et le respect de soi. Et il dit aussi, dès les années 20, « Je porte dans mon cœur une mosquée de granit et d'acier qui ne s'écroulera jamais. » Chez Abbas, 3 influences sont donc primordiales. L'école républicaine, l'islam réformé des oulémas et l'argumentaire rationnel légal de Maurice Violette, qu'il a appris auprès de lui. Les libéraux français sont bien représentés dans ses écrits et en dépit des incompréhensions, Abbas leur rend un hommage qu'on pourrait d'une certaine façon appeler un hommage au juste de France pour Abbas, du recteur Jean Maire en passant par le docteur Pierre Chollet, les Janson, Jacques Chevalier et bien d'autres évidemment, qui cherchèrent à donner un futur commun aux différents peuples d'Algérie.
À ces dominantes s'ajoute l'héritage familial, très souvent cité dans ses écrits, ainsi que l'expérience militante accumulée auprès de ses pairs, et je vous passerai la liste de ses compères en politique parce que, évidemment, il se compte par centaines. Perpétuellement en quête de dialogue et de contact, il a fréquenté une bonne partie de la classe politique française de son temps, et dès 1946, il a noué des relations avec les héros de la décolonisation, Ho Chi Minh, Bourguiba, Mohamed V, Nehru, Tito, entre autres, qui vont lui servir de point d'appui et évidemment de référence dans son combat. Son effort constant de réalisme et d'attention aux réalités successives fit d'Abbas bien plus qu'un Algérien en lutte, un citoyen du monde avant l'heure. Je terminerai pour conclure en revenant sur le sujet de cette rencontre d'aujourd'hui, d'Ismaël Urbain à Camus, réformistes et libéraux dans l'Algérie coloniale. Pour moi, on pourrait dire d'une certaine façon, symboliquement évidemment, que Abbas prend l'allure d'un trait d'union entre Urbain et Camus, parce qu'il a écrit, en référence peut-être à Urbain, même sûrement à Urbain, « Seul le Second Empire avait tenté de rappeler à la colonie européenne que les Arabes existaient et qu'ils avaient droit à la considération ». Quant à Camus, il a noué avec lui une relation de respect mutuel dès 1938. Il y a un article de Camus dans l'Entente franco-musulmane, dirigé par Abbas, de cette époque, Et d'une certaine façon, mais ça c'est mon analyse personnelle, il me semble que Abbas correspond assez bien au portrait de l'homme révolté de Camus, qui est un homme conscient, qui se révolte à la vue de l'injustice subie par autrui, et qui aspire in fine à un ordre nouveau. Alors est-ce qu'Abbas fut pour autant un libéral ? Lui aurait dit non à coup sûr. Pourquoi ? Parce que pour lui le terme renvoie aux Français qui furent ses amis et qui furent solidaires du combat des Algériens durant la guerre d'indépendance. Et avant cela, Abbas avait été aussi l'ami des indigénophiles, comme on les appelait, et des réformistes de tout poil. Que retenir pour terminer de son parcours ? Bon, du point de vue historique, je dirais presque citoyen, à mon avis, ce parcours prémunit contre la continuité rêvée d'un nationalisme algérien dont l'essence apparaîtrait comme un invariant d'Abdelkader en passant par la chaîne successive des partis politiques algériens et aboutissant au FLN et à l'indépendance. Abbas est une preuve vivante du caractère incertain, contingent et pluriel de l'histoire en général et de l'histoire franco-algérienne en particulier. Faut-il pour finir, voir en lui un utopiste ? Alors je reprends là évidemment le titre d'un ouvrage que Benjamin Stora et Zakia Daoud lui ont consacré, Une utopie algérienne. Je pense qu'on peut répondre par l'affirmative si l'on ne tient compte que de son espoir intime et constant de voir s'épanouir en Algérie donc une société biculturelle, moderne et démocratique. Il est clair que la litanie des occasions manquées par la France et les Français d'Algérie, qu'il aimait à égrener à longueur d'ouvrage, l'indique sans conteste. Cependant, à mon avis, et c'est là que se situe, à mon sens, son héritage le plus fécond, sa démarche politique le positionne clairement aux antipodes de l'utopisme. Abbas émerge comme un pragmatique forcené qui, face au régime colonial, qui refuse de se réformer, fait de l'élaboration de solutions adaptées aux différents contextes successifs son credo politique. Perpétuellement ouverte, sa pensée en mouvement cherche à construire inlassablement des solutions honorables pour tous, profondément ancrées dans la réalité du moment. Je vous remercie. On est vraiment gâtés, hein. On a depuis ce matin une succession d'exposés absolument remarquables. Je peux te signaler maintenant, je voulais pas te le dire avant ou pas te désarçonner, mais qu'il y a dans la salle neveu de Ferhat Abbas, le fils de Jacques Chevalier. Donc voilà, heureusement que tu as dit du bien de ces deux grands personnages. Bien, je te signale aussi, Agnès Piquel ne manquera pas de le rappeler, que sous réserve sous le contrôle d'Agnès, Ferhat Abbas assistait à l'appel pour la trêve civile de janvier 56. Voilà. Bien, alors écoutez, maintenant comme Julien n'a pas dépassé son temps de parole, on a un quart d'heure de retard. Je crains que, c'est une idée d'Agnès de tout à l'heure et de Jean-Philippe Oudlaoudia qui m'ont soufflé, si on prend la demi-heure de pause qui est prévue, si d'abord on fait ce qu'on doit faire maintenant, c'est-à-dire 20 minutes de débat, qu'ensuite on ait une pause, je crains que pour la 4e table ronde, on soit face à une salle un peu dégarnie. Donc ce que je vous propose,
c'est qu'on fasse une petite pause maintenant, d'un quart d'heure. On passera tout de suite à la troisième table ronde et on fera un grand débat, on prendra le temps qu'il nous faudra ensuite, sur les deux tables rondes, la deuxième et la troisième. Est-ce que ça vous paraît concevable ? Je crois que c'est plus sage parce que certains d'entre nous sont là depuis 9h ce matin. J'ai l'impression que si on donne une demi-heure de répit, on va se retrouver avec beaucoup de lâcheur. Merci beaucoup. Donc, il est 4h moins le quart. Je vous en prie, on se retrouve à 4h pile ici. Merci beaucoup.